Première chose, se situer par rapport à la mondialisation et par rapport à l'Europe. Alors, la première des urgences, c'est ce fameux pacte de compétitivité. Je ne sais pas si tout le monde a suivi les événements, mais Angela Merkel est sur la base de dire aujourd'hui l'Allemagne réussit, les autres ne marchent pas bien, ils nous demandent de payer leur déficit, alors d'accord, on veut bien payer, mais on met nos conditions. Et nos conditions, c'est quoi? Premièrement, ils doivent résorber leur déficit, donc ils doivent inscrire dans leur constitution qu'ils atteindront les déficits et dépasseront jamais les déficits du pacte de Dublin, le pacte de stabilité. Donc, ils doivent respecter ça et le mettre dans leur constitution. 2, il est hors de question de laisser déraper les salaires. Nous, l'Allemagne, on a fait des efforts salariaux. Les autres doivent faire la même chose. Donc, fini l'indexation des salaires sur les prix. Je vous rappelle qu'en Belgique, alors nous, c'est déjà le cas, il n'y a plus vraiment d'indexation des salaires sur les prix, mais en Belgique, ils ont toujours l'indexation sur les prix. Et les Belges n'ont pas demandé d'argent aux Allemands, jusqu'aux dernières nouvelles. Et d'ailleurs, ils n'ont pas moins de croissance que ceux qui ont des salaires non indexés sur les prix. Donc, il n'y a pas forcément non plus de corrélation automatique entre ça. C'est d'ailleurs pas le seul pays, puisque je crois qu'il y a encore les Hollandais qui ont encore un mécanisme d'indexation sur les prix. Mais plus généralement, d'ailleurs, elle dit il faudra bien continuer les politiques de modération salariale. Et donc de flexibilité du marché du travail. Pas la peine que je vous fasse la description, vous connaissez le discours, on l'entend depuis des lustres, on voit où ça nous a menés. C'est d'autant plus grave que tout le monde sait qu'il va y avoir de l'inflation. Donc c'est encore pire que dans les périodes de faible inflation, où bon, finalement la hausse des prix étant faible, l'écart avec les salaires et les prix n'est pas gigantesque. Mais là, ça peut devenir extrêmement dangereux, avec une hausse de l'inflation importante. Donc là, la modération salariale, l'austérité salariale. Troisième sujet qui est imposé, c'est la retraite à 67 ans. Comme on sait qu'on vit de plus en plus longtemps, que ça va coûter de plus en plus cher, eh bien, il faut que les pays acceptent d'avoir la retraite, excusez du peu, à 67 ans. C'est le détournement complet d'une revendication qu'avait la gauche, des convergences sociales. Mais on a toujours dit que les convergences sociales, comme d'ailleurs le traité de Rome l'avait envisagé, c'était des convergences vers le haut. La clause de la nation la mieux favorisée. Toute la logique initiale de l'Europe, c'est de tirer tout le monde vers le meilleur et pas de faire de dumping. Là, c'est l'inverse. Elle est en train de vous expliquer que maintenant, c'est le dumping. Tant pis si l'Allemagne est un des pays où évidemment il y a une décroissance démographique et que si le cas français n'a rien à voir avec le cas allemand. Et de toute façon, même en Allemagne, 67 ans, c'est délirant. Bon. Donc, on voit bien comment s'organise, à travers ce pacte d'austérité, une logique de poursuite d'une récession sociale pour justifier un dynamisme pseudo-économique, notamment pour exporter. Car l'Allemagne est historiquement exportateur hors l'Union, alors que les autres pays, notamment la France, nous sommes exportateurs dans l'Union. Donc, c'est vraiment une vision totalement germano-centré à droite, car fort heureusement pour nous, les camarades du SPD sont pas trop tombés dans le panneau. Bon, en tout cas, cette question du pacte de compétitivité, du refus de ce pacte et du refus des politiques d'austérité comme stratégie de sortie de crise est le préalable à tout programme de gauche dans ce pays. Et le préalable à tout rassemblement de gauche. D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller sur le site Un Monde d'Avance. On fait signer une pétition pour demander au Parti socialiste une prise de position radicale contre ce pacte, refus de la négociation, parce qu'on a certains de nos camarades qui vont dire « Oui, mais la contrepartie positive, c'est qu'on a un gouvernement économique de l'Europe. » Ah ben oui, bonjour, quel gouvernement économique fondé sur des fondamentaux totalement contraires à ce qu'on veut. Ça ne sert absolument à rien d'avoir un gouvernement économique si c'est pour avoir ad vitam aeternam une politique économique contraire à celle que nous voulons. Donc, ce premier thème sera déterminant. Le deuxième thème, c'est le rapport à l'industrie. Et là, c'est vrai que culturellement, la gauche, parfois, a ramé. On a quand même été, pour une part, victime de cette illusion dangereuse de croire que l'avenir, c'était que les services,
que l'industrie c'était pour les pays en voie de développement, et que nous, on avait l'intelligence, la recherche, l'innovation, plus l'ingénierie financière, dont on a vu où ça nous avait mené, et abandonner la question industrielle. Et quand on avait le malheur, pour un certain nombre d'entre nous, de dire que la question industrielle restait centrale dans le développement économique, on était classifiés de vieux archaïques, les e-technologies, comme si la e-technologie n'avait pas d'impact dans l'industrie. Hein. Ouais, c'était vraiment un aveuglement terrible. Hein. D'autant plus qu'on savait aussi que dans les emplois de service sont structurellement plus précaires, en tout cas tels qu'ils ont été organisés, que ne l'était, par exemple, la production ouvrière qui donnait quand même davantage un cadre salarial et un cadre d'organisation syndicale permettant d'être mieux reconnu. Et la France, aujourd'hui, est en un état de désindustrialisation gravissime. Donc, il faut... Et pourquoi? Parce qu'on a laissé se délocaliser les entreprises françaises. Mais si on veut bien être objectif et sans faire de polémique, il faut aller au fond des problèmes. Une autre raison, c'était la privatisation généralisée de l'économie après la phase de nationalisation. Parce que quand on vous dit l'Allemagne résiste à l'industrie, oui, parce que historiquement, le capitalisme allemand est fondé sur du capitalisme familial et sur le capitalisme des caisses d'épargne. C'est-à-dire le capital industriel, c'est soit familial, et pour beaucoup, les fameuses caisses d'épargne, dans lesquelles il y a d'ailleurs une espèce de mélange entre les crédits des Landes et les caisses d'épargne locales. Donc c'est une espèce de système semi-public qui ne dit pas son nom, mais qui de fait l'est. Donc c'est un capital qui a été beaucoup moins vulnérable aux prédateurs extérieurs et aux délocalisations. Or nous, historiquement, depuis Colbert en France, pour une large part, l'industrie est liée à du capital public ou à des services publics. Le gros de nos secteurs forts sont des secteurs adossés quelque part, soit à des services publics, soit du capital public historique. Alors, ça a été encore plus vrai après la Libération, puis 1981. Et on s'est mis à privatiser tout ça au moment où le capitalisme financier est dominant, où c'est les fonds de pension qui deviennent des prédateurs. Et on n'a donc plus du tout la tradition d'un capitalisme national comme en Allemagne, ni d'un capitalisme public qui était notre façon d'organiser une société mixte. Il y avait du public, du privé, du coopératif mutualiste, tiers secteur. Et on s'est démuni de ce qu'était historiquement la force de notre capital dans l'industrie. Donc plus qu'ailleurs, il y a eu des délocalisations pour des raisons financières. Alors, pas plus qu'en Grande-Bretagne, parce que c'est pas du tout la même histoire, mais beaucoup plus qu'en Allemagne. Et face aux délocalisations, eh ben, on n'a eu aucune riposte française sur cette question-là. On ne peut pas aller à l'élection sans dire comment nous allons restaurer progressivement, je ne sais pas croire qu'on va le faire du jour au lendemain, des capacités industrielles dans ce pays. Donc d'abord, comment on résiste au libre-échange généralisé, qui est un libre-échange qui est faussé. Hein. C'est un libre-échange de dumping social et environnemental. Donc nous préconisons, et nous avons mené les batailles au sein du PS, qui était d'ailleurs une ligne retenue, mais nous ne lâcherons pas prise sur ce sujet. Nous préconisons le juste échange, c'est-à-dire nous disons que quand il y a manifestement dumping social ou environnemental ou fiscal, il faut que l'Union européenne, voire la France dans certains cas, soit en situation de faire ce qu'on pourrait appeler des SAS, des écluses ou des taxations compensatoires, qui soient de nature à protéger et à rendre plus équitables les règles du commerce mondial. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est du protectionnisme autarcique. Il faut réorganiser les échanges et nous pensons que ce n'est pas que des efforts qu'on demande aux autres, c'est aussi des efforts qu'il faut se donner à nous-mêmes. Donc ça, c'est un des grands piliers de comment constituer un juste échange dans les échanges mondiaux et sans que ce soit non plus demain on reste gratis. Parce que ça, les Français ne nous croiront plus. Si on commence à leur dire, il faut qu'au niveau européen, oui d'accord, mais s'ils ne veulent pas au niveau européen, on fait quoi au niveau français? Et les gens vont nous demander.